Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire le chapitre 3 du livre Le complot de la Réserve fédérale de Antonis Cyril Sutton. Andrew Jackson, le dernier des présidents anti-élitistes. La charte initiale concernant la seconde banque des États-Unis était limitée dans le temps, ce qui n'est pas le cas pour l'actuel système de la Réserve fédérale. Une nouvelle charte destinée à la seconde banque des États-Unis, destinée à remplacer celle qui expirait, fut promulguée par le Congrès en juillet 1832 et le président Andrew Jackson se hâta d'y opposer son veto en lançant un message d'un intérêt historique fondamental. De l'avis des universitaires contemporains, le veto de Jackson serait légaliste, démagogique et avant tout du simulacre. De fait, lorsqu'on lit aujourd'hui ce message, Andrew Jackson s'était clairement montré prophétique dans les mises en garde et arguments qu'il adressait au peuple américain. Dans son premier discours inaugural de janvier 1832, Jackson affirma sa position à propos de cette banque et du renouvellement de la charte. Étant donné que la charte de la Banque des États-Unis expirera en 1836 et qu'il est fort probable que ses actionnaires formuleront une demande de renouvellement de leurs privilèges, mon sentiment est qu'au fin d'éviter les maux qui résulteraient d'une attitude précipitée quant à une mesure impliquant des principes de cette importance, il m'est impossible pour une question de justice vis-à-vis de nos électeurs et des partis intéressés de la soumettre trop hâtivement à la considération réfléchie du corps législatif et du peuple. La constitutionnalité de cette loi a largement été mise en cause car elle garantit aux détenteurs de capitaux des privilèges exclusifs empreints de dangereux penchants. Une grande partie de nos citoyens contestent son opportunité, et l'opinion générale est que personne ne songerait à nier que notre grand objectif d'établir une monnaie saine et unique dans tous les États-Unis ait été un échec. On peut trouver l'opinion personnelle d'Andrew Jackson sur la seconde banque des États-Unis dans un mémorandum de janvier 1832 écrit de sa main. Ce point de vue montre combien l'interprétation actuelle de la Constitution diverge du projet qu'avaient nos pères fondateurs. L'argument initial de Jackson est que tout le pouvoir souverain réside dans le peuple et dans les États. Il fait ensuite valoir que, dans des cas comme le pouvoir de garantir quelque chose à une entreprise, où le pouvoir en question n'est pas expressément accordé au gouvernement général, fédéral, il ne saurait alors y avoir d'exercice tacite du pouvoir souverain, celui-ci devant être expressément accordé. Le mot-clé est ici pouvoir tacite. La Constitution ne fait ainsi état d'aucun pouvoir tacite. Jackson continue avec l'argument qu'il est par nécessité éventuellement possible d'accorder le pouvoir de garantir une charte aux banques et aux entreprises, sauf que cela devra constituer une nécessité positive échappant à toute complaisance. Et celle-ci ne vaudra alors qu'au sein des 16 km² de Washington DC, eux-mêmes, le Congrès disposerait d'un pouvoir souverain de ce type. Jackson fait ainsi valoir ce qui suit. Le fait que notre gouvernement devrait constituer une entreprise et y devenir partie prenante n'est compatible avec aucun des pouvoirs accordés. Nos fondateurs étaient bien trop conscients de l'influence corruptrice d'un très riche monopole sur le gouvernement, visant à légaliser un monstre corrupteur de ce type par une quelconque garantie que la Constitution exprimerait ou laisserait entendre. Les formidables difficultés et l'énorme force politique auxquelles Jackson devait se heurter au cours de son combat contre le monopole de l'argent et son influence transparaissent dans la lettre qu'il écrivit le 29 avril 1831 à Hugh L. White, volume 4, page 271. Les grands principes de démocratie que nous avons tous deux à cœur de voir restaurés au sein du gouvernement fédéral ne sauraient l'être que par un cabinet unifié qui œuvrerait à cette fin. Nous devrons en venir à lutter contre une nouvelle charte destinée à la Banque des États-Unis. Il faudra sans crainte s'opposer à l'influence corruptrice de la banque sur le peuple et le Congrès. Beaucoup se sont enrôlés dans ces rangs sans que vous ne les eussiez jamais soupçonnés, et il est bien difficile entre ceux qui voudraient délégitimer les hommes de la banque et les hommes secrètement acquis à cette dernière, d'arriver à un cabinet uni, corps et âme autour de moi, dans la grande tâche de réformer démocratiquement l'administration de notre gouvernement. En 1833, le combat concernant le renouvellement de la charte de la banque dégénéra en un conflit opposant Andrew Jackson à William J. Duane, son secrétaire au Trésor,
qui finit par provoquer la démission de ce dernier. Jackson voulait retirer de la banque privée des États-Unis tout ce que le gouvernement y avait déposé, alors que Duane refusait de donner l'ordre de retirer ses dépôts. Dans une lettre datée du 26 juin 1833, Andrew a sorti sa demande de retrait des dépôts gouvernementaux de la Banque des États-Unis d'une proposition selon laquelle on choisirait une banque dans chacune des diverses villes américaines pour lui confier les dépôts du gouvernement. Plusieurs banques d'État jouissant d'un bon crédit seraient préférables à la concentration des fonds gouvernementaux dans une banque unique nantie d'un monopole privé. La lettre était accompagnée d'une feuille détaillant les points de vue de Jackson quant aux relations qui seraient possibles entre le gouvernement et la Banque des États-Unis et à ce que serait l'avenir. On y trouvait cette affirmation sans détour. Les concepteurs de notre Constitution étaient bien trop conscients de l'influence corruptrice d'un très riche monopole sur le gouvernement qui avait pour but de légaliser un tel monstre corrupteur par une garantie ou une autre que la Constitution exprimerait ou laisserait entendre. Les sociétés bancaires représentent des courtiers à grande échelle. Serait-il ainsi véritablement possible de mettre en avant le fait que les concepteurs de notre Constitution aient voulu que notre gouvernement se transforme en un gouvernement de courtiers? Si oui, les bénéfices de cette boutique des courtiers nationaux doivent être assurés de se faire au profit de tout le peuple et pas seulement à celui de quelques riches capitalistes privilégiés, le plus grand nombre en étant totalement exclu. Une opinion qui rappelait qu'en décembre 1831, le Congrès avait fait une demande de renouvellement de la charte bancaire, Jackson ayant opposé son veto à une telle loi. Quand Jackson fut ensuite candidat à sa réélection, cela eut pour effet que le dit veto fut directement soumis aux électeurs, et en donnant leur approbation au président, les gens condamnaient ainsi cette loi comme étant simultanément inopportune et anticonstitutionnelle. Autrement dit, l'argument de Jackson était que son veto avait déjà reçu l'approbation du peuple. Par conséquent, Jackson continuait en disant que le devoir de la banque était de renoncer à ses intérêts de la manière qui pèserait le moins sur le marché de l'argent. Jackson avait en mémoire le formidable et rapide accroissement de la dette du gouvernement vis-à-vis de la banque, qui avait augmenté de 28 millions de dollars ou 66% en l'espace de 16 mois. Il fit ainsi le commentaire suivant. On ne saurait plus douter du motif de la considérable extension des prêts. Il est incontestable que c'était pour asseoir son pouvoir dans le pays et forcer le gouvernement à lui accorder une nouvelle charte de par l'influence qu'auraient sur lui les emprunteurs. Il est probable que ce soit là la première et dernière déclaration d'un président américain à propos de ce que beaucoup soupçonnent aujourd'hui, que certaines banques, mais pas tous les banquiers, utilisent la dette comme une arme de contrôle politique. Nous ne pouvons y inclure tous les banquiers, car dans les pays catholiques par exemple, il est interdit aux banquiers d'utiliser la dette comme instrument de contrôle pour des motifs religieux. Cela équivaudrait à de l'usure. Jackson continue pour donner une brève idée des raisons qui poussent à vouloir supprimer toute relation entre la banque et le gouvernement. L'une des principales objections est que la Banque des États-Unis a un pouvoir et qu'elle pourrait être tentée d'annihiler les banques des États, en particulier celles que le gouvernement pourrait choisir en tant que dépositaire de ses fonds, en provoquant ainsi une importante vague de faillite et de désespoir à travers tous les États-Unis. Jackson pose ensuite un argument qui pourrait résonner de façon quelque peu étrange aux oreilles de lecteurs du XXe siècle. La seule devise que la Constitution des États-Unis connaisse est représentée par l'or et l'argent. C'est par conséquent pour cette seule devise que le Congrès s'est fait octroyer par elle un pouvoir de régulation. Une chose qui laisse penser qu'Andrew Jackson aurait considéré ce monopole, aux mains de la banque privée qu'est l'actuel Federal Reserve System, comme anticonstitutionnel et de fait comme le monstre argent dans sa nouvelle mouture. L'ultime message du 4 mars 1837 du président Andrew Jackson avait un contenu incroyablement prophétique. Ce fut en outre la dernière fois qu'un président américain était suffisamment indépendant des puissances élitistes représentées en coulisses pour publiquement avertir les citoyens américains des dangers que couraient leur liberté et moyens d'existence. Voici un extrait de cet ultime message de Jackson au peuple américain. Le désespoir et l'inquiétude qui gagnèrent et agitèrent tout le pays quand la Banque des États-Unis s'attaqua au peuple dans le but de l'obliger à se soumettre à ses revendications ne doivent cependant pas tomber dans l'oubli. La nature aussi impitoyable qu'implacable qui présida à l'oppression de cités et de communautés entières
à la ruine et à l'appauvrissement de moult individus, ainsi qu'à la brusque transformation d'un décor de prospérité réjoui en une scène de ténèbres et d'abattement, devrait toujours rester gravé dans la mémoire du peuple américain. Si ce fut là son pouvoir en temps de paix, quel n'aurait-il pas été en période de guerre avec l'ennemi à vos portes? Il n'est pas de nation, sinon celle des hommes libres des États-Unis, qui eût pu sortir victorieuse d'un tel combat. Pourtant, si vous n'aviez pu vaincre, le gouvernement serait passé des mains de tous à celles de quelques-uns, et ce pouvoir organisé de l'argent vous aurait dicté, à partir de ces secrètes enclaves, le choix de vos plus hauts fonctionnaires et obligé à faire la paix ou la guerre pour satisfaire au mieux ses propres désirs. En dépit du fait que Jackson rédigea le dit message à l'adresse du peuple américain, notre gouvernement est bien passé des mains de tous à celles de quelques-uns. Les derniers étaient en outre déjà en train de dicter, à partir de leur secrète enclave, choix politiques, expansion et récession, ainsi que guerre et paix. Aux États-Unis, les démocrates jacksoniens et la tradition Whig, de l'expression anglaise Whigamore, Red, 1648, appellation des partisans de la Révolution américaine, puis en 1834 du parti d'opposition aux démocrates, prédécesseur du Parti républicain, de la politique américaine, furent les derniers vestiges d'une réflexion habituée aux puissances, œuvrant en coulisses et à leur fonctionnement. De l'autre côté de l'Atlantique, en Angleterre, ce furent les Cobdenites de Richard Cobden et John Bright qui essayèrent de maintenir semblable flambeau de liberté individuelle, mais eux aussi échouèrent. Au moment même où Jackson rédigeait son dernier message, on faisait l'évaluation des manifestes socialistes qui devraient être couchés sur le papier, non pas pour améliorer le sort de l'homme du commun, comme on aimerait nous le faire croire, mais en tant qu'instrument de mainmise des élites sur le pouvoir politique. Le Manifeste socialiste de Roosevelt, chapitre 4 de l'ouvrage Le complot de la réserve fédérale de Anthony Cyril Sutton. Les forces de ces quelques-uns, à savoir l'establishment élitiste, ont cessé de prendre de l'ascendant depuis le dernier message de Jackson en 1837. Le président Martin Van Buren essaya brièvement de juguler leur pouvoir, mais échoua. Abraham Lincoln essaya à son tour de le faire, mais échoua également. Tous les présidents depuis Lincoln ont ensuite même négligé ne serait-ce que d'infléchir le pouvoir de cette élite. On a d'un côté le monopole de l'argent, qui contrôle le statu quo et les institutions dirigeantes, et de l'autre, la révolution des attentes croissantes, artificiellement créée par les révolutionnaires socialistes, alors que le socialisme a de fait, en théorie et en pratique, été créé, soutenu et contrôlé par une dette et non un pouvoir politique né du monopole de l'argent. Nous nous pencherons dans ce chapitre sur un manifeste socialiste américain, prédécesseur du New Deal de Franklin Delano Roosevelt, et rédigé en 1841 par Clinton Roosevelt. Clinton Roosevelt, l'un des cousins moins connus des Roosevelt, descendait des Roosevelt de la Banque de New York et pouvait être relié, à travers ses écrits socialistes, au Roosevelt du XXe siècle. Nous décrirons ensuite, dans le chapitre 5, un manifeste bien plus connu, à savoir celui de Karl Marx, également financé à partir des États-Unis. C'est le monopole de l'argent qui crée et nourrit le socialisme. Commençons par examiner la validité d'une telle idée avec les Roosevelt, qui ont simultanément été banquiers et socialistes. Pendant qu'une des branches de la famille Roosevelt développait la Banque de New York et l'usine de raffinage de sucre, une autre branche entreprenait de faire le choix de la politique, voire même de s'intéresser à ses aspects théoriques et philosophiques. Bien longtemps, par exemple, avant que Franklin Delano Roosevelt ne devienne président, James Roosevelt appartint au corps législatif de l'État de New York en 1835, 1839 et 1840, fut membre des Locofocos démocrates et se fit remarquer en s'opposant aux tentatives des Whigs d'éliminer la pratique du bourrage des urnes, ballot stuffing. Roosevelt n'était pas seulement puissant au sein du cercle interne du Tammany Hall, bâtiment d'une institution liée au Parti démocrate, la Tammany Society, mais il jouait de fait, selon l'un de ses biographes, le rôle d'agent de liaison entre le Hall et Wall Street, transmettant les ordres des banquiers aux politiciens et imposant impitoyablement ceux qui seraient nommés ou élus. James Roosevelt
représente dans les années 1840 ce lien entre les cercles internes de Tammany Hall et les banques de Wall Street, parmi lesquelles la propre banque des Roosevelt, celle de New York. Mais ce fut Clinton Roosevelt, né en 1804, le fils d'Elbert Cornelius Roosevelt, qui fournit un manifeste socialiste, quelques années avant que Marx ne plagiât les écrits du socialiste français Victor Considérant pour son manifeste du Parti communiste. Clinton Roosevelt était un cousin du XIXe siècle de Franklin Delano Roosevelt et, soit dit en passant, également apparenté au président Theodore Roosevelt, à John Quincy Adams et au président Martin Van Buren. La seule tentative littéraire de Clinton Roosevelt consiste en un livret rarissime qui date de 1841. Il s'agit pour l'essentiel d'une discussion socratique entre son auteur, Roosevelt, c'est-à-dire quelques-uns, et un producteur qu'on présume représenter le reste d'entre nous, c'est-à-dire la plupart. Roosevelt propose un gouvernement totalitaire très semblable à celui de Marx, où toute individualité est noyée dans un collectif que dirige un groupe aristocratique élitaire, c'est-à-dire quelques-uns, ou l'avant-garde dans le jargon marxiste, qui conçoit et promulgue toute la législation. Roosevelt exigeait l'abandon de la Constitution pour remplir ses objectifs. P. Producteur. Mais ma question est à nouveau, abandonneriez-vous d'un seul coup les vieilles doctrines de la Constitution? A. Auteur. Pas le moins du monde. Pas tellement plus que quelqu'un qui, se trouvant sur un vaisseau qui fait eau, sauterait par-dessus bord pour échapper à la noyade. C'est là un navire qui a été assemblé à la hâte lorsque nous avons abandonné la bannière britannique, et on pensait à l'époque qu'il s'agissait d'une expérience à l'issue fort douteuse. Le système rooseveltien dépendait en premier de l'art et de la science de la coopération. C'est en l'occurrence le fait d'amender ensemble à produire pour notre bénéfice mutuel. C'est cette coopération, c'est-à-dire l'aptitude à amener l'ensemble à produire dans l'intérêt de quelques-uns, qui constitue le thème général d'écrits et de prédications qui vont de Marx à l'actuelle commission trilatérale. Dans le schéma de Roosevelt, chaque homme s'élève dans l'échelle sociale à travers des degrés immuables et spécifiques et est affecté à la catégorie de travail à laquelle il est le mieux adapté. Le choix de son activité est strictement limité. Selon les termes de Clinton Roosevelt, qui aura le devoir d'affecter les gens à chaque catégorie? A. Le grand maréchal. Qui sera responsable du fait que les individus affectés seront les plus qualifiés? Une cour composée de physiologistes, de moralistes, ainsi que de fermiers et de mécaniciens qui devront être choisis par le grand maréchal et seront responsables devant lui. Contraindriez-vous un citoyen à se soumettre à leurs décisions quant au choix d'un métier? Non. Si tout homme de bonne composition montrait quelque persévérance, il lui serait loisible d'essayer de trouver l'occupation la plus plaisante quant à ses goûts et sentiments. Roosevelt inventa ensuite le maréchal de la création, dont le travail est d'équilibrer la production et la consommation, ce qui ressemble fort à un planificateur en chef. Quelle est la tâche du maréchal de la classe créatrice ou productrice? C'est d'estimer la quantité de produits et d'usines nécessaires à une production suffisante pour chaque département qu'il supervise. Lorsque les choses seront en marche, il devra rendre compte des surplus et des carences au grand maréchal. Comment s'apercevra-t-il de ces surplus et carences? Les divers marchands lui rapporteront l'offre et la demande dans chaque catégorie d'activité, comme nous le verrons par la suite. Je m'aperçois qu'on a dans cette classe l'agriculture, l'industrie et le commerce. Quelle est alors la tâche du maréchal de l'agriculture? Il devra superviser 4 régions, ou si ce n'est pas le cas, ce sera au commerce extérieur de pallier les insuffisances. Quelles 4 régions? La tempérée, la chaude, la région aride et la région humide. Pourquoi les diviser ainsi? Parce que les produits de ces diverses régions requièrent différents systèmes de culture et sont proprement soumis à des mentalités distinctes. 75 ans plus tard, en 1915 donc, Bernard Baruch conçut un projet de comité de mobilisation de la défense sur la requête du président Woodrow Wilson. Ce projet Baruch devint par la suite le War Industries Board, comité des industries de guerre, qui absorba et remplaça le vieux General Munitions Board, comité général des munitions.
Le concept de War Industries Board était similaire à celui des Cooperative Trade Associations, groupements coopératifs de vente, un dispositif que Wall Street désirait depuis longtemps afin de contrôler les rudesses indésirables de la concurrence sur les marchés, qui ressemblait fort au projet de 1841 de Clinton Roosevelt. Comité de l'industrie, des grosses et petites entreprises, tous représentés à Washington et accueillant en retour des représentants de Washington chez eux, ce qui allait constituer la colonne vertébrale de toute la structure. En mars 1918, le président Wilson, agissant sans aucun mandat du Congrès, avait doté Bernard Baruch de plus de pouvoir qu'aucun autre individu ne s'en était vu accorder dans toute l'histoire des États-Unis. Avec Baruch en tant que président, le War Industries Board devint responsable de la construction de toutes les usines, de tout l'approvisionnement en matières premières et substances diverses, et de l'ensemble des transports, toutes ces décisions finales étant du ressort du président Baruch lui-même. Le War Industries Board, WIB, fut l'organisme précurseur de la National Recovery Administration, NRA, Administration de relance nationale, de 1933, et certains membres de l'élite industrielle de la WIB de 1918, nommés par Baruch, Hugh Johnson par exemple, trouvèrent des niches administratives dans le projet de NRA de Roosevelt. Une comparaison entre le New Deal de F.D. Roosevelt, en réalité rédigé par Gerard Swope de General Electric, et les schémas plus anciens de 1841 de Clinton Roosevelt montrent qu'ils sont remarquablement semblables. Clinton Roosevelt, The Science of Government, New York 1841. C'est le manifeste socialiste de Roosevelt. Il s'agit là d'un projet d'État totalitaire, dépourvu de droits individuels et dirigé par un establishment élitaire. Clinton Roosevelt était de fait un cousin de Franklin Delano Roosevelt. Le livre a été supprimé dans l'actuel catalogue de la Bibliothèque du Congrès, alors qu'on le trouvait encore dans une édition plus ancienne de 1959. Karl Marx et son manifeste. C'est le chapitre 5 de l'ouvrage de Anthony Cyril Sutton, Le complot de la Réserve fédérale. L'État-providence moderne tel qu'il existe aux États-Unis est remarquablement semblable à ce que décrit le manifeste du Parti communiste que Karl Marx est supposé avoir rédigé en 1848. Depuis Woodrow Wilson, les 10 points du manifeste de Marx, un programme conçu pour le renversement de la classe moyenne bourgeoise par des grands, pas des grands capitalistes, ont été mis en œuvre par les gouvernements démocrates ou républicains qui lui ont succédé sous les conseils d'un establishment auto-perpétué. Le grand ennemi de Marx était constitué par la classe moyenne, la bourgeoisie. Marx voulait confisquer les possessions de cette classe moyenne à la faveur d'une révolution menée par ce qu'on appelle la classe ouvrière ou prolétariat. Malheureusement pour Marx, la classe ouvrière n'a jamais vraiment eu de sympathie pour la révolution communiste, comme nous l'avons vu dans les révoltes des années 1980. D'un point de vue pratique, la révolution communiste est menée par une poignée de communistes. Comment une révolution peut-elle être faite et maintenue au pouvoir par un aussi petit groupe? Seulement parce que les communistes ont bénéficié de l'aide de la classe dirigeante, les banquiers et les capitalistes. L'aide et le soutien en question ne se sont pas démentis. Du financement du manifeste de Marx en 1848, à la fin du XXe siècle, où une administration dominée par David Rockefeller apporte son aide aux révolutions communistes et aux révolutionnaires d'Amérique centrale, d'Angola et du Mozambique. Commençons par le manifeste de 1848, où Marx voulait confisquer les possessions de la classe moyenne. Dans son manifeste, il exprimait son objectif comme suit. En premier lieu, ceci ne peut naturellement être obtenu qu'en contrecarrant despotiquement les méthodes bourgeoises de production, c'est-à-dire par des mesures qui semblent économiquement inadéquates et intenables, mais dont les effets sont d'une portée considérable et sont nécessaires pour révolutionner l'ensemble du système de production. Afin de provoquer cette confiscation despotique des possessions de la classe moyenne, Marx établit comme suit un programme de mesures en 10 points. Ces mesures différeront évidemment d'un pays à l'autre. Dans les pays les plus développés, elles prendront généralement les formes suivantes. Expropriation de la propriété foncière et utilisation de rentes foncières pour couvrir les dépenses de l'État. Un impôt sur le revenu fortement progressif. Abolition du droit d'héritage.
confiscation des possessions de tous les émigrés et rebelles, centralisation du crédit entre les mains de l'État au moyen d'une banque nationale nantie d'un capital d'État et d'un monopole exclusif, centralisation des moyens de transport entre les mains de l'État, multiplication des usines et des moyens de production nationaux, culture des terres non cultivées et amélioration des terres cultivées conformément à une planification générale, obligation universelle et égalitaire de travailler, constitution d'armées industrielles, en particulier pour l'agriculture. Agriculture et industrie urbaine devront travailler main dans la main, de manière à supprimer étape après étape les distinctions entre ville et campagne. Enseignement public et libre pour tous les enfants. Abolition du travail des enfants en usine sous sa forme actuelle. Enseignement et production matérielle devront être combinés. Comme nous le verrons plus loin, les 10 points de Marx quant à la destruction de la classe moyenne ont pratiquement été réalisés aux États-Unis. Le 16e amendement, par exemple, l'impôt sur le revenu, est un concept politique archaïque qui nous ramène historiquement quelques 4000 ans en arrière, au temps des pharaons d'Égypte. Pour les pharaons et leurs conseillers élitistes, l'entrepreneur, l'homme d'affaires et les travailleurs d'Égypte, qui produisaient les richesses de cette civilisation, n'étaient en quelque sorte pas compétents pour gérer ces richesses. Voici ce que disaient ces conseillers élitistes et le pharaon. Regardez, nous allons vous obliger, vous, le peuple, à faire ce que vous devriez faire. Parce qu'après tout, nous sommes omnipotents. Nous nous tenons ici au-dessus de vous, en vous couvrant tous de notre regard, et nous sommes en mesure de décider ce qu'il y a de mieux pour vous. Bien mieux que si chacun décidait individuellement pour lui-même. Nous allons vous forcer à adopter un programme étatique de retraite, de manière à ce que, atteignant l'âge de la retraite, vous puissiez vous arrêter de travailler avec quelque dignité. Nous allons vous obliger à faire ce que nous savons que vous devriez faire, parce que nous savons que vous ne le ferez pas si vous êtes livré à vous-même. Nous allons également vous obliger à adopter un programme étatique de stockage de la nourriture. Nous allons stocker le grain dans les greniers de l'État, parce que nous savons que vous n'en avez pas la compétence. Vous n'êtes pas capable de stocker de la nourriture pour vous-même. Nous savons en plus de cela que vous n'êtes pas capable de prendre soin de votre santé. Nous allons par conséquent vous obliger à adopter un programme médical étatique. Nous connaissons l'importance de la santé et nous savons que vous n'êtes pas suffisamment responsable ou apte quand il s'agit de prendre soin de vous-même. Nous allons vous y obliger dans votre propre intérêt supérieur. La méthode utilisée pour remplir ces objectifs consistait à retenir 1/5 de la production d'Égypte. Si vous revenez aux écrits de l'Ancien Testament, il y est mentionné que le pharaon avait décidé de prélever 1/5 de la production d'Égypte et de le stocker dans des greniers pour le bien de tous. Le partisan moderne de la philosophie du pharaon n'est autre que Karl Marx, avec son manifeste du Parti communiste. Ce manifeste est devenu le document économique le plus significatif du XXe siècle. Son importance réside dans le fait regrettable que le manifeste en question est aujourd'hui le phare économique de nos dirigeants, de la branche exécutive, de notre gouvernement et dans la plupart des cas des responsables des 2 parties de notre pays qui œuvrent à la promotion et à l'établissement des mesures de ce manifeste. Ce que stipule essentiellement le manifeste, c'est qu'au moment où vous aurez mis en œuvre ces 10 programmes dans n'importe quel système de libre entreprise, le capitalisme aura été détruit et remplacé par un État communiste. Voilà ce qu'écrivait Marx. Le pouvoir politique est à strictement parler l'utilisation organisée de la force par une classe pour maintenir une autre classe dans l'assujettissement. Quand le prolétariat s'agrège par nécessité en une classe unique lors de son combat contre la bourgeoisie et fait de lui-même la classe dirigeante au moyen d'une révolution, il balaye par la force des choses le vieux système de production. La deuxième mesure du manifeste de Marx s'articule comme suit. Un impôt sur le revenu lourd et progressif ou échelonné. Celle-ci est ainsi devenue le 16e amendement de la Constitution américaine, une loi qui régit notre pays depuis 1913. Plus tard, au cours de l'année 1913, nous avons assisté au vote de la loi sur la réserve fédérale. Il est assez intéressant de voir que l'idée de ce programme figure dans le programme de Karl Marx en tant que 5e mesure de son manifeste du Parti communiste, laquelle en est peut-être le point le plus important.
Voici comment s'articule cette cinquième mesure. Centralisation du crédit entre les mains de l'État, au moyen d'une banque nationale nantie d'un capital d'État et d'un monopole exclusif. En d'autres termes, Marx proposait un schéma qui était exactement le même que celui de la première banque des États-Unis, avec l'établissement d'un système bancaire central à réserve fractionnée qui copiait le modèle existant des banques centrales européennes. Karl Marx vu comme un plagiaire. Marx était un homme brillant, c'était loin d'être un imbécile. Il savait que s'il pouvait placer sous le contrôle d'un petit groupe d'hommes la faculté de maîtriser l'émission de monnaie et de crédit de chaque nation, il pourrait pratiquement développer ou ruiner ses économies à volonté. En ayant une connaissance anticipée des politiques économiques et monétaires, des milliards de dollars de richesse pourraient être transférés d'un groupe à un autre, de la classe moyenne en difficulté à l'élite dirigeante. Pour mener cette nécessaire propagande, et ce au milieu du XIXe siècle, le pamphlet représentait un moyen efficace. Il y a une caractéristique bien plus intéressante de ce court manifeste, qui a presque été totalement ignoré de la part des universitaires, à savoir que celui-ci ne favorise pas le moins du monde la classe ouvrière, la classe moyenne ne l'étant quant à elle certainement pas, étant donné qu'on vise son élimination. Ce manifeste donne les grandes lignes d'un contrôle élitaire. Il promet la prise du pouvoir économique et politique par une élite. Et si nous regardons d'où provient le soutien apporté à Marx, il était clair, même dans les années 1840, que le bénéfice en irait de toute évidence à l'élite. Il est certain que Marx avait été payé pour écrire son manifeste, comme nous le verrons par la suite. En plus de cela, le manifeste en question plagie un obscur socialiste français du nom de Victor Considérant, dont l'ouvrage intitulé Principes du socialisme, manifeste de la démocratie au XIXe siècle, fut publié en 1843. La seconde édition de l'œuvre de Considérant fut publiée à Paris en 1847, un an avant le manifeste du Parti communiste et à l'époque où Marx et Engels y vivaient encore. Le plagiat fut découvert par W. Tcherkessov, un écrivain encore plus obscur et révélé avec des détails précis dans ses pages of Socialist History. Mais laissons Tcherkessov nous expliquer avec ses propres termes le plagiat commis par Marx. Je me suis trouvé stupéfié, indigné et même humilié quand j'ai eu l'opportunité, il y a environ un an, de lire l'ouvrage de Victor Considérant, Principes du socialisme, manifeste de la démocratie au XIXe siècle, écrit en 1843, la seconde édition ayant été publiée en 1847. Il y avait de bonnes raisons pour cela. Dans un pamphlet de 143 pages, Victor Considérant exposait avec sa clarté habituelle toutes les bases du marxisme, de ce socialisme scientifique que tous les parlementaires désirent imposer à l'ensemble du monde. À proprement parler, la partie théorique, dans laquelle Considérant traite des questions de principe, n'excède pas les 50 premières pages. Le reste est consacré à la célèbre persécution menée par le gouvernement de Louis-Philippe contre le journal des Fouriéristes, la démocratie pacifique, que les jurés de la Seine firent supprimer. Mais dans ces 50 courtes pages, le célèbre fouriériste nous donne à lire, à la manière d'un véritable maître, des synthèses si profondes, si claires et si brillantes que même une infinitésimale portion de ces idées contient déjà, dans son ensemble, toutes les lois et théories marxiennes, y compris la fameuse concentration du capital et la totalité du manifeste du Parti communiste. Cela à un point tel que toute la partie théorique, à savoir les chapitres 1 et 2, dont Engels dit lui-même qu'ils sont dans leur entier plus exacts que jamais aujourd'hui, a tout simplement été empruntée. Ce manifeste, cette Bible de la démocratie révolutionnaire légitime, n'est qu'une très médiocre paraphrase de nombreux passages du manifeste de Victor Considérant. Marx et Engels ne se sont pas seulement contentés de trouver le contenu de leur manifeste dans le manifeste de Victor Considérant, mais nos imitateurs ont en outre gardé la forme et les titres. Le paragraphe 2 du second chapitre porte le titre de « La situation présente et 89, la bourgeoisie et les prolétaires ». Le titre du premier chapitre de Marx et Engels n'est autre que « Bourgeois et prolétaires ». Victor Considérant examine au nom de la démocratie divers partis socialistes et révolutionnaires, et ces paragraphes apportent les titres de
la démocratie stagnante, la démocratie rétrograde, le Parti socialiste dans la démocratie rétrograde. Les titres de Marx et Engels sont le socialisme réactionnaire, le socialisme conservateur ou bourgeois, le socialisme et le communisme critico-utopique. Comment ne pas penser que tous ces titres appartiennent au même et unique ouvrage? Nous nous apercevrons en comparant leur contenu que ces deux manifestes sont en réalité identiques. Ligne après ligne, Tcherkessov démontre que Marx n'est qu'un vulgaire voleur. Le grand Marx, ce Marx qu'on adule, ne vaut ainsi guère mieux qu'un médiocre écolier. L'énorme influence que Karl Marx et Friedrich Engels ont eue sur l'histoire du monde ne reste plus à démontrer. Pourtant, la nature empruntée des idées marxiennes a paradoxalement toujours été ignorée. Mais qu'en est-il de Friedrich Engels, le collaborateur de Marx? Le peu de soin que Engels avait apporté à son travail a été documenté dans l'introduction de Condition of the Working Class in England, Conditions de la classe ouvrière en Angleterre, de W.O. Henderson et W.H. Challoner. En 1848 déjà, Bruno Hildebrand avait quant à lui dressé une critique détaillée du livre de Engels, notamment de son interprétation tendancieuse de compte-rendu du gouvernement britannique. Engels voulait prouver quelque chose et déformer les faits pour effectuer sa démonstration. Henderson et Challoner faisaient en outre remarquer que c'était parfois l'imagination très vive de Engels qui faisait office de fait. Voici par exemple ce que nous trouvons à la page 118 du livre de Henderson. Lors d'une enquête parlementaire, l'expert médico-légal de Nottingham avait affirmé en guise de preuve qu'un pharmacien avait admis avoir utilisé 659 kg de mélasse en un an pour la confection du Godfrey's Cordial. Mais dans l'édition de 1887 de Engels, cela devint utilisa 659 kg de laudanum en un an pour la préparation du Godfrey's Cordial. Le laudanum est bien sûr de la teinture d'opium, n'a rien à voir avec de la mélasse. La conséquence en était que les enfants de la classe ouvrière avaient été drogués. Les mécènes de Marx. D'où Karl Marx tenait-il son argent? De quoi vivait-il? On découvre en enquêtant que ces fonds provenaient principalement de 4 sources et que chacune de ces 4 sources peut être reliée aux élites régnantes d'Allemagne et des États-Unis. L'intermédiaire commis au financement de l'impression du manifeste n'était autre que Jean Lafitte, un pirate de Louisiane qui, entre autres occupations tardives, espionnait pour le compte de l'Espagne et jouait le rôle d'émissaire pour un groupe de banquiers américains. Les preuves de cette distorsion de notre histoire contemporaine se sont vues ignorées par les historiens modernes, bien que ces documents, authentifiés par la Bibliothèque du Congrès et d'autres sources, soient accessibles depuis quelques 30 années. Il est ainsi extraordinaire que les premiers universitaires à avoir fait état de ces sources de financement pour Marx écrivaient en français et pas en anglais. C'est un livre français de Georges Blond intitulé « Histoire de la flibuste » qui contient la remarquable histoire d'un Karl Marx ami de Jean Lafitte le pirate qui finança l'impression du manifeste du Parti communiste. D'où Blond obtint-il cette information? Celle-ci provenait de 2 livres imprimés à compte d'auteur et publiés à la Nouvelle-Orléans par Stanley Clisby Arthur, à savoir The Gentleman Rover et The Journal of Jean Lafitte. Les livres en question contiennent des documents originaux décrivant les rencontres entre Marx et Lafitte, ainsi que la méthode utilisée pour financer le manifeste. Maintenant, si vous consultez bien sûr le nom de Jean Lafitte dans l'Encyclopædia Britannica, vous y apprendrez que celui-ci mourut en 1823 et qu'il ne pouvait de ce fait pas avoir été en mesure de financer Marx en 1847 et en 1848. Malheureusement, la Britannica se trompe à ce sujet, comme pour bien d'autres. Lafitte entra dans la clandestinité autour de 1820 et connut une longue et passionnante existence en tant qu'émissaire d'hommes d'affaires et de banquiers américains. Le travail clandestin d'émissaire de banquiers américains de Lafitte est mentionné dans The Journal. Nous employâmes 4 hommes en tant qu'agents secrets pour espionner et rapporter toute conversation pertinente et rendre oralement compte de tout nouvel événement. Nous nous acquittâmes parfaitement de notre mission secrète. Nous avions seulement 2 navires opérant sous contrat privé avec des banques de Philadelphie. Nous décidâmes et fîmes le serment de ne jamais fréquenter les saloons
ou d'utiliser 2 fois le même trajet, comme de ne jamais retourner en Louisiane, au Texas, à Cuba ou dans quelconque pays hispanophone. Dans le même journal, nous trouvons la mention suivante en date du 24 avril 1848. Mes entrevues étaient brèves mais directes. Je vivais à Paris, dans la demeure de M. Louis Bertillon, et parfois dans des hôtels. Je rencontrais M. Michel Chevreul, M. Louis Braille, M. Augustin Thierry, M. Alexis de Tocqueville, M. Karl Marx, M. Frédéric Engels, M. Daguerre et bien d'autres encore. Puis Laffitte continue avec cette phrase révélatrice. Personne ne connaissait les vraies raisons de ma mission en Europe. J'ouvrais un compte dans une banque parisienne, un crédit en dépôt fiduciaire destiné à financer 2 jeunes hommes, M. Marx et M. Engels, afin de les aider à déclencher la révolution des ouvriers du monde entier. Ils sont actuellement en train d'y travailler. Ainsi, nous y voilà. Jean Laffitte était l'agent de banque américaine intéressé et a ainsi mis en place le financement du manifeste. Le lecteur trouvera dans The Journal d'autres noms en vue comme Dupont, Peabody, Lincoln et ainsi de suite. Alors que Jean Laffitte se trouvait à Bruxelles, il écrivit longuement à son ami artiste De Franca, de Saint-Louis dans le Missouri, à propos du financement de Marx. Voici sa lettre, datée du 29 septembre 1847. Je quitte Bruxelles pour Paris. Dans 3 ou 4 semaines, je me rendrai à Amsterdam, puis me mettrai en route pour l'Amérique. J'ai eu un certain nombre de conversations avec M. Marx et M. Engels, mais j'ai refusé de participer aux conférences avec les autres débatteurs pour composer le manifeste, car je ne souhaite pas être considéré comme l'un des leurs. M. Engels va venir avec moi à Paris pour que j'établisse longtemps à l'avance un calendrier de financement pour Marx et lui-même, de manière à ce qu'ils continuent leurs manuscrits et mettent capital et travail en forme. Il me semble depuis le début que les 2 jeunes hommes sont eux-mêmes doués et dotés, je le crois fermement, de la plus haute intelligence. J'en veux pour preuve les recherches statistiques concernant leur découverte à propos de la catégorie du capital, de la valeur, du prix et du profit. Ils ont mis à jour une époque oubliée de l'exploitation effrénée de l'homme par l'homme. Ils ont découvert que depuis le serf, l'esclave féodal et les esclaves salariés, c'est l'exploitation qui est à la base de tous les maux. Cela a pris un long moment de préparer le manifeste des travailleurs de tous les pays. Un grand débat a eu lieu entre les 2 hommes et d'autres en provenance de Berlin, d'Amsterdam, de Paris et d'autres encore qui venaient de la Confédération helvétique. Je suis plein d'enthousiasme eu égard à ces manifestes et à d'autres perspectives quant à l'avenir, étant donné que je soutiens les 2 jeunes hommes de tout cœur. J'espère et prie pour que ces projets puissent se voir rassemblés en une puissante doctrine destinée à secouer les fondations des plus hautes dynasties pour qu'elles se fassent engloutir par les masses inférieures. M. Marx me conseille et m'avertit de ne pas inonder l'Amérique de ces manifestes, étant donné qu'il en existe d'autres du même type pour New York. J'espère cependant que Jean et Harry montreront ces manifestes à M. Joshua Speed, qui pourra les montrer à son tour à M. Lincoln. Je sais qu'aucune autre chose ne saurait être confondue avec cela, car elle recèlerait alors les mêmes espoirs. Son accueil à Washington représenterait une promesse sacrée que la voie qui est la mienne sera conforme à la politique actuellement menée dans la République du Texas. M. Marx accepte certains de mes textes sur les communes, que j'étais obligé de laisser de côté il y a un certain temps de cela, alors que j'évaluais prudemment des lois et règles que n'étayent pas de solides fondations, étant soi-disant que pure et simple utopie sans préambule ni corpus, pas plus que fondée sur une base visible. En ce qui concerne mes rêves utopiques d'autrefois, j'étais à ce moment-là en accord avec les 2 jeunes hommes. J'ai fait ce sacrifice au fin de préserver l'important manuscrit qui avait été composé, celui-ci ayant été établi pour qu'il perdure à jamais avec le rayonnement des étoiles, et non pas pour que les tenants du pouvoir l'exploitent ou en abusent. Ah, à ma grande consternation, j'ai consenti aux abus perpétrés au cours de la dernière partie de la même année, après que le dragon eût été éradiqué et totalement aboli. J'ai décrit ma seconde commune, que j'étais obligé de dissoudre et d'abandonner au flambeau le 3 mars 1821, après quoi j'ai pris la résolution de me retirer sans me renier. Je ne vais plus aider ceux qui sont opposés à mes principes. Il faut que j'arrête là. J'apporterai plusieurs manuscrits et le manifeste. J'espère que Jules et Glenn progressent à l'école avec Miss Wing et Miss Burgess.
Je sais que ce sont des enseignantes pleines de patience, mais Glenn n'est pas aussi fort que Jules. La seconde source américaine de financement de Karl Marx était un certain Charles Anderson Dana, le rédacteur en chef du New York Tribune que possédait Horace Greeley. Dana et Greeley étaient tous deux fraternellement associés à Clinton Roosevelt, que nous avons cité dans le chapitre 3, ainsi qu'à son manifeste de Roosevelt pour un gouvernement dictatorial. Dana engagea Marx afin qu'il écrive pour le New York Tribune, ce que Marx fit à travers plus de 500 articles qui s'échelonnèrent sur 10 ans, de 1851 à 1861. La principale source allemande de financement de Marx provenait de son associé, Friedrich Engels, fils d'un riche industriel du coton de Brême et pourvoyeur de fonds destinés à Marx durant de nombreuses années. Plus surprenants sont les subsides versés à Marx par l'élite prussienne. Karl Marx avait épousé Jenny von Westphalen. Le frère de Jenny, le baron Ferdinand von Westphalen, était le ministre prussien de l'Intérieur, contrôlant les services de police, alors que Karl faisait l'objet d'une enquête de la part des services en question. En d'autres termes, le beau-frère de Marx était chargé d'enquêter sur les activités subversives. D'année en année, la famille von Westphalen soutint activement Marx. Pendant 40 années, Demuth, la servante de Marx, fut payée par les von Westphalen et de fait personnellement choisie par la baronne Caroline von Westphalen pour ce travail. Deux des premiers essais de Marx furent écrits dans l'immeuble de rapport des von Westphalen à Kreuznach, l'argent issu de cet immeuble étant laissé à Marx. Bref, des banquiers américains à l'aristocratie allemande, Marx était abondamment financé pour son manifeste et les écrits qui ont suivi. Pourquoi l'élite financerait-elle Marx ? Tout simplement parce que la totalité de l'attirail philosophique de Marx visait l'extermination de la classe moyenne et la suprématie de l'élite. Le marxisme est un dispositif de consolidation du pouvoir par l'élite. Il ne se préoccupe absolument pas de soulager la misère d'une humanité pauvre ou émergente. Il s'agit purement et simplement d'un dispositif politique élitiste.